Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Time For, le podcast qui met en lumière des entrepreneurs qui ont cassé les codes. Ici, on tend le micro à celles et ceux qui viennent d'horizons différents, parfois loin des réseaux traditionnels, loin des parcours tout tracés et qui ont su par leur audace et leur détermination créer leur propre voie, parce qu'il n'existe pas qu'un seul chemin vers la réussite et parce que le talent est partout. Et parce que certaines histoires méritent d'être racontées sans filtre, sans storytelling artificiel, juste la réalité, les obstacles, les doutes et cette flamme qui pousse à avancer malgré tout. Je m'appelle Sophie avec Samir. Salut Samir. Hello. Tu es partenaire chez Daphne, Samir. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir un entrepreneur qui incarne parfaitement cet esprit, Paul Lé. Salut Paul. Salut à vous deux. Paul, tu es le fondateur de La Belle Vie. Co-fondateur même. On Co-fondateur. est deux, avec Alban Vincop. Ouais. Tu fais bien de me corriger. Exactement. Très C'est important. une entreprise devenue incontournable dans le quotidien de milliers de familles. Et derrière cette réussite, il y a un parcours singulier, une énergie hors norme et une volonté de construire quelque chose de grand et partant parfois de là où on ne vous attend pas. Et du coup, dans cet épisode, on va raconter l'ambition, la résilience, le dépassement de soi, la pression aussi, et ce que ça signifie vraiment d'entreprendre sans rentrer forcément dans les cases. Comment ça va, Paul ? Eh ben, ça va très bien. Bien installé ? Très bien installé. Hâte d'en découdre avec vous. Est-ce que pour débuter cet épisode, tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, qui tu es et comment tu te présenterais sans dire forcément fondateur de La Belle Vie ? Ok, sans dire que je suis cofondateur de La Belle Vie. Ok. Donc, je m'appelle Paul Lé, j'ai 43 ans. Je suis papa de 2 enfants, 10 ans et 7 ans, 2 petits garçons, et je les embrasse. Et je passe la majorité de mon temps à les éduquer. Donc, si je devais me définir sans le côté professionnel, c'est que je suis un super papa. Et je veux être super papa, c'est mon grand challenge dans la vie. Plus que d'être super entrepreneur, je veux être un super papa. Voilà, donc c'est simple. Et d'où ça vient ce côté super papa, du coup ? Ça vient que j'ai 2 enfants et je parle, tous les parents ont ce feeling-là, mais j'ai des enfants fantastiques et je trouve pas de plus beau bonheur et de joie qu'être avec eux. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs, soit networking, les grands restaurants, etc. Moi, je veux être avec ma femme et mes enfants tous les soirs et les week-ends. Voilà. Donc, c'est simple. Beaucoup de gens essaient de m'inviter au restaurant le soir. N'invitez plus Paul, il est chez lui avec ses enfants, il sait très bien. Ils ont déjà essayé le Ritz, ce que vous voulez. Je vais rentrer chez moi. Je vais avec mes enfants, jouer à Sky Joe et Uno. Voilà. Et dans quel environnement tu as grandi ? T'avais toi aussi un super papa ? Ouais, j'ai un super papa, j'ai une super maman aussi. J'ai grandi dans un restaurant. Parce que mes parents étaient restaurateurs et j'ai grandi avec 4 sœurs, donc on est une famille de 5 enfants, j'ai 4 sœurs, je suis l'avant-dernier, j'ai grandi à Ivry, dans le quartier des Pyramides, et j'y habite toujours à côté, donc je suis resté dans ma banlieue, et je trouve que c'est important parce que de vivre où est-ce qu'on se sent bien, et j'ai pas ce complexe du banlieusard, c'est quelque chose qui est important quand on voit des personnes qui vivent sur Paris mais qui ont vécu en banlieue. Il y a ce truc qui est tu viens d'où, banlieue, tu vois, et ils baissent un peu le ton. Moi, je suis fier de ça. Ouais. Voilà. Moi, je suis fier de prendre 2 heures par jour en voiture parce que je suis en voiture et c'est là où je fais souvent des calls. Mais je suis très fier d'être banlieusard et je tiens à dire qu'être en banlieue, c'est cool. Et que tous ceux qui veulent entreprendre et qui viennent de banlieue ou de province, il n'y a pas de problème, quoi. Et il n'y a pas de problème non plus à habiter en banlieue. Voilà. Et le sujet, finalement, en fait, tu tires ton énergie des quartiers, d'une certaine manière. Ouais, bien sûr. Si on creuse un petit peu le sujet ensemble, qu'est-ce qui fait que cette énergie, elle te permet de dépasser au quotidien et quand tu as besoin de revenir dans le quartier pour te dire, OK... C'est énergisant, en fait, le quartier. Enfin, tu vois, on rigole tout le temps. Enfin, nous, j'ai 43 ans, j'ai grandi au milieu des Maliens, des Algériens, des Marocains, des Feuges, et notre truc à nous, c'était de se vanner tout le temps. Voilà. Donc, et on continue encore, tu vois, et j'ai encore beaucoup d'amis qui vivent là-bas, quand on se revoit, c'est tout de suite, on se rappelle, on se remémore des vannes, on se revanne, et voilà, quand tu sors avec ces gens-là, t'as la banane et t'as envie de tout déchirer pour eux, parce qu'ils sont fiers de toi aussi. Ils n'ont pas forcément eu cette chance de sortir de leur écosystème. Ils voient que certains de leurs amis l'ont fait et ils sont les premiers supporters. Voilà, donc on le fait aussi un peu pour eux. Et l'entrepreneuriat, t'es tombé dessus ou t'avais des modèles tes parents sont entrepreneurs en quelque sorte avec ce restaurant, mais est-ce que t'avais d'autres modèles autour de toi qui t'ont un peu montré ce chemin ?
Alors, évidemment, mes parents, de manière très discrète, m'ont inculqué l'envie d'entreprendre parce qu'ils ont entrepris. Ouais. Voilà, pendant 37 ans. Tu vois, le restaurant à 37 ans. Il a fermé au décembre dernier et réouvre au mois de mars. Donc, c'est cool. Après 40 ans, des nouveaux travaux. Donc, je suis content pour eux. Moi, j'ai mes modèles. Il y avait un truc, dans notre génération, on n'avait pas Internet. Donc, le dimanche soir, on regardait Capital. Je regardais Capital avec mon père. Et c'était les années 2000, les années de la bulle Internet. Et je voyais ces startups, les premières startups, où je voyais des gens pas habillés en costard-cravate qui jouaient à la console. Tu vois, il y avait les vrais clichés à l'époque dans Capital, dans les années 2000. C'était l'époque de Multimania, etc. Enfin, vraiment, pour les old school, ils connaissent ça. Les développeurs qui jouaient à la PlayStation. Et moi, je kiffais ça. Et il y avait je me rappelle d'un reportage sur Fabrice Grinda, donc, qui est un des meilleurs investisseurs dans le monde, qui est français. Il était tout jeune et il lançait un concurrent d'eBay à l'époque, Auckland. Et je me rappelle vraiment de ce reportage-là parce que je me suis dit que ce mec-là était cool. Tu vois. Et aujourd'hui, je suis content de l'avoir dans mon capital. Donc c'est ouais, tu l'as dans ton capital. Exactement. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, ouais. C'est un mec, donc les 2000, ça fait 26 ans, quoi. Tu vois, 26 ans, et là, on l'a dans le capital depuis 5-6 ans. Et tu peux nous retracer un peu le lancement en 2015 ? Ouais. Donc du coup, tu rencontres ton associé ? Alors mon associé, je le rencontre pas en 2015, je le rencontre, ça fait plus de 15 ans, donc je dois le rencontrer en 2008-2009. C'était mon ancien patron. Il travaillait dans le marketing sur Internet et ça se passait très bien. Il a vendu sa boîte là. Et puis, j'ai travaillé dans la boîte qu'il a rachetée, qui était Rentabiliweb à l'époque. Je suis resté un peu moins de 2 ans, où j'ai fait plutôt des bonnes choses. Et lui faisait son earn-out. Et on s'est liés d'amitié. Et moi, un peu avant 30 ans, je décide de monter ma première boîte dans les applications mobiles. Il m'accompagnait un petit peu, tu vois, en tant que mentor. Et au bout de 2-3 ans, ça ne marche pas forcément comme j'ai envie. Et c'est là qu'il vient avec cette idée de livraison de courses. C'est vraiment lui l'étincelle. C'est vraiment lui aussi qui, au bout de 3 ans d'entrepreneuriat, t'es un peu rincé. T'as envie, tu vois, t'en as marre de regarder les fins de mois. Tu te dis que tu vas reprendre un CDI et c'est lui qui m'a convaincu de faire cette aventure avec lui. Donc c'est pour ça que, tu vois, aujourd'hui, on va dire que je représente la boîte parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Mais il n'y a pas de label vie aujourd'hui Frichti sans Alban. Donc tout ce que je peux dire de manière sur l'aventure Label Vie et Frichti, je dis on et c'est un tandem, c'est un tandem, quoi. Donc faut pas tirer la couverture à soi, quoi, parce qu'on est vraiment deux. Voilà. Et est-ce que au début tu t'es senti légitime de lancer cette boîte, de t'associer avec lui Quelles ont été un peu les premières perceptions en tant qu'entrepreneur ? Alors je me suis jamais senti illégitime nulle part dans ma vie. Et c'est un vrai trait. C'est-à-dire que j'ai vécu chez Rentabiliweb notamment, où j'avais fait vraiment des belles choses. J'avais vraiment, je pense, avancé la boîte dans une bonne direction. Et quand la boîte a grossi, j'ai commencé à voir des profils de grandes écoles sortir d'école et gagner mieux leur vie que moi. Et ça m'a vraiment stressé. Et en plus, c'est moi qui l'ai formé. Donc il y avait un truc genre, je l'ai formé, je savais que j'étais meilleur qu'eux. Et ils gagnaient mieux que moi parce que grandes écoles. Et c'est pour ça aussi que je suis parti. Ouais. C'est-à-dire que ce système-là m'a complètement déplu. Je trouvais ça complètement injuste parce que tu aides à faire grossir l'entreprise et des gens qui j'estimais moins bons que moi ont pris de l'avance sur moi. Et aujourd'hui, tu vois, je les connais encore et ils sont encore salariés. Et puis voilà, et tant mieux, ils font des belles carrières. Mais je sais qu'ils n'auraient pas pu créer des choses comme on crée avec Alban. Ouais. Mais c'est ça, du coup, qui t'a poussé à sortir un peu de cette zone confortable et prendre le risque d'entreprendre ? C'est une des raisons ? Ouais, complètement. Ouais. C'est-à-dire que je savais que si je restais dans le privé, en tant que salarié, on peut aussi évoluer dans le public, évidemment, j'allais pas évoluer aussi fort que si j'étais entrepreneur. Il y a toujours quelqu'un qui va venir par des jeux politiques ou par diplôme, ce genre de choses. Ça existe complètement dans le monde du privé, enfin du travail. En tout cas, ça n'existe pas, en tout cas chez nous, je pense. Mais ça existe beaucoup et je trouve ça très injuste. Voilà.
Mais même aujourd'hui, dans l'investissement, enfin, vous savez, vous êtes dedans, c'est pour ça que vous avez créé Time4. Voilà. Il faut casser les barrières et surtout les préjugés et montrer des différents parcours comme on est en train de le faire. Voilà. Et justement, si tu avais des conseils à donner à un entrepreneur là, qui démarre le toit de IDEA Franchement, c'est une période exceptionnelle. Enfin, là, pour entreprendre, c'est la meilleure époque de l'humanité. À bon entendeur. T'as l'IA, t'as plus besoin de dev. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a commencé il y a 15 ans ou même il y a 20 ans, il fallait un dev. Le premier truc, c'est que tu as les soirées Epitech, Epita, et tu cherches le petit génie, viens faire un truc, un POC avec moi, viens, on s'associe. Là, il n'y a plus besoin. Enfin, c'est incroyable. Faut juste, t'as même pas besoin de savoir écrire correctement le français. Tu vois, genre, c'est un truc de fou. Tu utilises Claude. Mais c'est pas pour ça que c'est facile. Non, c'est pas pour ça que c'est facile. Mais si on a des idées, si on est travailleur, si on est curieux et avoir la niaque, ça, tout ce que je te dis, c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Voilà, c'est des trucs, tu l'es ou tu l'es pas. Mais si tu es comme ça, et peu importe où tu viens, tu peux venir des beaux quartiers, des quartiers difficiles, de province, d'autres pays, etc. Quand tu sais ça, quand tu vas chercher les outils d'IA qui sont partout aujourd'hui, et même il n'en faut qu'un, tu vois, il faut juste Claude Anthropique et c'est fini. Hein. Bah, tu peux créer des super entreprises. Hein. Voilà, donc c'est la meilleure époque et j'aurais aimé avoir tous ces outils-là il y a 20 ans quand j'ai commencé, parce que c'est exceptionnel ce qu'on fait. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais tu gères une famille, tu gères une entreprise, tu as un peu moins de temps. Voilà. Donc quand je peux passer 1 heure sur l'IA, je m'imagine il y a 20 ans, j'aurais passé 24 heures, je ne dormais plus. Enfin, tu vois, c'est impossible de dormir avec ça. C'est trop excitant. Est-ce que quand tu rentres chez toi, tu es un modèle d'inspiration? Est-ce que peut-être que tu as embauché des potes du quartier dans ton entreprise? Comment tu vis Alors, ma première entreprise, je l'ai montée avec quelqu'un de ma famille, ça m'a vacciné. Donc, je mets des grosses barrières entre le pro et perso. Okay. Voilà. Tu vois, avec Alban, mon associé, on est à la fois meilleur ami, meilleur partenaire. Tu vois, c'est quelque chose d'autre de trouver son associé. C'est vraiment comme un couple. Voilà, comme les meilleurs amis, mais il y a aussi le pro, tu vois, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, j'embauche très peu de gens avec qui j'ai grandi parce que je veux garder... Tu préfères garder cette barrière Évidemment, je préfère garder cette barrière, ouais. C'est plus sain. Ok. Avec Samir, on connaît la mission de La Belle Vie, mais peut-être pour nos auditeurs, tu peux nous en dire 2 mots et nous rappeler ce que vous faites au quotidien. Donc, La Belle Vie, c'est une entreprise qu'on a montée donc, il y a 11 ans. On livre les courses sur Paris et Île-de-France de manière très rapide. Et c'est les vraies courses, c'est-à-dire que nous, on est concentré sur le gros panier de la semaine et qu'on livre en moyenne entre 1 heure et 2 heures et demie sur Paris et Île-de-France avec un grand choix de produits, beaucoup de produits frais, beaucoup de fruits et légumes et évidemment tout est classique du quotidien. Donc ça fait 11 ans qu'on fait ça et il y a presque 2 ans et demi, on a repris notre confrère Frischti. Voilà, Frischti qui est aujourd'hui plus spécialiste des plats préparés, d'accord, en entreprise mais aussi à la maison. Et qu'on a redressé. Et aujourd'hui, c'est le vrai vecteur de croissance de tout le groupe. Donc aujourd'hui, on va dire que notre groupe est spécialiste de la consommation food dans les milieux urbains. Voilà. T'imaginais en 2015 que ça deviendrait aussi grand? Alors j'imagine en 2015 beaucoup plus grand. Donc je suis en retard. On est en retard. Et merde. Ouais, vraiment, aujourd'hui, c'est une entreprise qui va dépasser les 100 millions de chiffre d'affaires. Mais c'est trop petit. En Île-de-France. 100 millions, c'est l'équivalent d'un gros hypermarché, un des plus gros hypermarchés français. Ouais, c'est ça. On doit être un gros hypermarché. Voilà, c'est un gros hypermarché. Donc, c'est rien. Il y en a 2600 des hypermarchés. On fait partie, évidemment, du top 30, je pense. Mais c'est que dalle. Non, mais au vu du contexte et de tout ce qui s'est passé, la crise du Covid, c'est quand même un parcours... On a été, je pense, notre verticale, la verticale la plus... la verticale consumer. Je ne connais pas le reste. En tout cas, consumer, la plus attaquée par les investissements. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on les a tous vus. On a commencé, on s'est dit, on veut livrer les courses rapidement. Carrefour, si, mais Franprix, si, mais Biocémo, si, mais Cdiscount, si, mais Franprix, si, mais Amazon.
est rentré avec Amazon Prime Now 6 mai aussi pour faire la livraison rapide. Personne n'a vraiment duré, personne n'a réussi à dominer ce marché. Ensuite, on a eu le Covid, on explose et puis ça ouvre une brèche. Voilà, le monde du VC voit que les grosses entreprises du retail ont eu du mal à se digitaliser. Donc, il se dit, on va investir chez un champion du digital. C'est pas nous. Ils ont investi chez les Gorillaz, Getir, Zap, Cajoo, Flink, voilà. Et je pense je pense pas, en 2021, il y a 12 acteurs en France qui font la livraison ultra rapide. Le plus petit a levé 40 millions d'euros, le plus grand a levé 1,5 milliard. Tu vois. Nous, on est au milieu. Au total, en 11 ans, on a levé 11 millions d'euros. Donc, on voit des gens arriver vraiment avec des poches ultra profondes qui veulent attaquer notre marché. Du jour au lendemain, on devient quasiment les plus lents. Tu vois, en livrant en 1 heure, eux, ils livrent en 10 minutes. On se pose des questions, mais on se pose des questions sur nous-mêmes, mais on se bat. Et au final, il n'y a plus personne. On part de marché aujourd'hui sur la livraison en J+0, donc le same day sur Paris, on doit être à 70% de part de marché. Voilà, et devant c'est Uber Eats, Deliveroo, Carrefour, etc. Sur Paris, en J+0, J+1, on doit être la 2e ou 3e position derrière Carrefour et Monoprix. Voilà. Et on continue à croître. Et Frishti, aujourd'hui, qu'on a repris, qu'on a complètement retourné, qui avait levé des dizaines de millions d'euros, comme vous le savez, aujourd'hui est un gros vecteur de croissance. Et on sort enfin l'Île-de-France grâce à Frishti. Donc on s'installe à Bordeaux, là, début du mois prochain. Et comment on fait justement pour réussir face à autant de géants, autant d'acteurs qui viennent d'un coup? Qu'est-ce qui fait que toi, en tant qu'entrepreneur, tu as pris potentiellement les meilleures décisions que les autres puisque, Je pense que cette période-là, c'était à celui qui perdait le moins d'argent. En fait, ils ont tellement fait de fautes et de dépenses et de burn at scale qu'à un moment donné, le retail, tu perds vraiment trop d'argent très rapidement si tu ne fais pas gaffe. Eux le faisaient sur 150 villes. Voilà. Nous, on était concentrés que sur Paris. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ça faisait quand même 8 ans qu'on faisait ce métier-là. On savait très bien ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, on savait qu'ils perdaient de l'argent et qu'ils ne faisaient pas forcément les bonnes choses. Donc, nous, on avait d'autres convictions. Et on s'est concentré sur notre catalogue. On s'est concentré sur nos clients. On n'était pas dans la livraison rapide, c'est-à-dire on n'était pas dans la petite épicerie. Nous, c'était vraiment la grosse épicerie, les gros paniers. En se concentrant sur ça, petit à petit, on a commencé à faire plus de marge, à faire plus de rétention, parce que gérer un stock, c'est compliqué. Donc, les clients qui ont tenté les autres sont petit à petit revenus. Et les autres, avec la crise, ont commencé à tous disparaître. Et ils ont tous disparu en 2-3 ans, quoi. Et ceux qui ont fait des gros investissements, parce qu'une partie du picking est fait aujourd'hui de façon très automatisée chez beaucoup d'acteurs. Toi, tu as fait le choix de recruter les gens. On fait le choix avec Alban de rester très software et pas encore hardware, parce que on a l'impression que le hardware va très vite. C'est comme le SaaS actuellement, concurrencé par l'IA. Voilà. Le hardware va être concurrencé par les robots humanoïdes. Voilà. On le sait, on le voit en Chine, ça commence. On voit aux États-Unis, ça commence. Tu as Elon Musk qui veut déployer 1 million de robots. Enfin, à un moment donné, ça va arriver en Europe. Peu importe quand, ça va arriver. Et nous, on est une entreprise qui est complètement robot ready. C'est-à-dire qu'on maîtrise tout notre stack logistique, tout notre stack software, tu vois, toute la data. Et ça, à un moment donné, quand on va avoir les robots qui vont arriver, on va se connecter. C'est très facile. Voilà, tu vois, on est prêt. Donc, tout de suite, on va gagner des points d'EBITDA. Et c'est une question de temps. En attendant, on va commencer à quadriller tout le territoire. On va continuer à bonifier ce que l'on fait. On va, entre guillemets, serrer les fesses et avancer. Mais quand cette révolution va arriver en France, parce qu'elle arrivera, voilà, en France ou ailleurs en Europe, on sera prêt. Donc, parce que le hardware, il y a quand même, c'est des capex, il faut les bonifier au fil du temps. Ça met parfois 10 ans. Voilà, il faut les amortir. Moi, je pense qu'en 10 ans, il y aura déjà les robots. Et tu parlais de levée de fonds tout à l'heure. Oui. Donc, Samy n'a pas investi. Le petit rappel. Ça fait partie des actions un peu douloureuses de ma life, pas avoir investi. C'est pas grave. Tu vois, je peux te dire qu'il n'y a pas de rancune puisqu'on se taquine beaucoup et j'aime beaucoup. Et à chaque fois que
Quand on me parle d'un investisseur, entre guillemets, de la diversité et des quartiers, je le prends toujours en exemple parce qu'il est bon. Ouais, si j'avais été seul, sur moi, j'aurais pu mettre. Zach. Un peu là, petit taquet. C'était quoi un peu ton ressenti quand tu as ouvert la porte quand tu es parti en roadshow et que tu as rencontré les premiers fonds d'investissement, etc. On était grave excités, en vrai, c'était cool. Hein. Tu as découvert un nouveau monde, comment tu as appréhendé? Parce qu'il y a certains codes, il y a certains... En vrai, les codes, ça peut exister chez certains, voilà, mais pas chez les meilleurs. Les meilleurs VC, ils s'en foutent des codes. Ce qu'ils veulent, c'est de la data. Voilà. Et nous, on est extrêmement data-driven. Voilà. Après, évidemment, il y a une façon de créer l'histoire, il y a le marché, etc. Tu vois, s'il n'a pas investi, c'est parce qu'on n'a pas réussi à les convaincre sur le marché, les convaincre sur comment on avait craqué le marketing, ce genre de choses. Mais en termes de data, ça marchait, il y avait le chiffre d'affaires, c'est pour ça qu'on parlait avec des VC. Voilà. Et chacun a ses convictions. Mais les meilleurs VC, ils s'en foutent de comment tu te présentes. Voilà. Physiquement, comment tu parles, etc. Eux, ils veulent regarder les chiffres. Donc, c'est pour ça que quand je conseille ou quand on conseille des nouveaux entrepreneurs qui viennent de banlieue, etc., qui ont ce complexe-là, parce qu'il existe, voilà, je ne sais pas comment leur parler, comment leur présenter, etc., je leur dis, fais de l'argent. Fais de l'argent, le maximum tous les mois. Prouve. Fais de la croissance et tout le reste va bien se passer. Si tu sais faire ça, tu vas apprendre. Vous étiez fait accompagner avec Alban pour cette partie-là ou Oui, on est passé avec Cambon, partenaire, qui est une des meilleures banques d'affaires. On était contents qui nous prennent. Et puis, ça s'est bien passé. Mais ce n'est pas parce que tu es accompagné des meilleurs que ça va bien se passer. Ce n'est pas une garantie QC. Voilà, c'est déjà un tampon. Parce qu'eux vont regarder comment est-ce que tu présentes tes chiffres. Et on les présentait bien. Après, il y a tout le reste. Et je pense que les meilleurs VC au monde, regarde pas comment tu te présentes. Et je vais peut-être même pas me faire des amis, mais les meilleurs sont souvent pas en France. Voilà. Et comment je le dis, hein, mais comment tu l'expliques je l'ai vu, je l'ai comparé. Tu vois, on a l'Efflane au capital, je le compare en fait. Tu vois, j'ai eu la chance d'avoir un fonds food tech, donc tu vois, c'était quasiment normal qu'on se marie. Et puis après, la série B, c'est un inbound, tu vois, salut, ça va. Tu cherches de l'argent, ouais, ok. Voilà. Et après, ils ont pris tous les chiffres, ils ont crunché, un peu de vision, fait ok, on y va. C'est pas bullshit, quoi. Très américain, et ça, j'aime beaucoup. Ouais. Et du coup, moi, demain, voilà, je suis en train de discuter avec un entrepreneur des quartiers de la ruralité. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire, à ton avis, pour éviter d'être aussi mauvais que les autres? Non, mais t'es pas mauvais. Tu vois, je le sais que t'es pas mauvais si on s'est pas amis, mais je sais comment ils sont, les certains entrepreneurs de quartier, c'est qu'ils arrivent déjà avec beaucoup d'a priori, en disant, moi, je suis un rebeu, je suis un renois, je suis un asiate. Ils se mettent des barrières. Je fais, laisse tomber, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Fais des chiffres. Si t'as des beaux chiffres, tu y vas tranquille, quoi. Et ça, ils oublient ça souvent. Tu vois, ils disent souvent, on n'investit pas chez moi parce que je viens de tel quartier, machin. C'est complètement bullshit. C'est bullshit. Voilà, parce que quand je leur parle, parce que j'adore parler à ces entrepreneurs-là, je leur dis, c'est pas pour toi maintenant, mais tu peux y retourner. Par contre, pour y retourner, il faut savoir jouer les bonnes règles. Et les bonnes règles, c'est pas comment tu te présentes, c'est qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu fais de l'argent? C'est un jeu financier. Fais de l'argent, point barre. Et comment est-ce que tu vas en faire plus? C'est tout ce qu'ils veulent savoir. Et tu sais, j'ai une expression en règle générale, parce que pour commencer à faire de l'argent, il faut avoir de l'argent. Donc en gros, c'est pour jouer aux billes, il faut des billes. Comment tu fais pour avoir les premières billes pour jouer? Parce que c'est un gros enjeu en réalité. Dans la tech, c'est fini maintenant. C'est-à-dire qu'il faut 20 € par mois. Bon, voilà, il faut quand même les avoir, tu vois. Mais tu as l'IA pour créer un POC, créer tes premiers clients, aller les chercher. Nos premiers clients, c'était mes amis sur Facebook. Salut, tu veux pas commander? C'était bien. Tu peux en parler à ta mère, à ta soeur, tu vois. C'est comme ça, il n'y a rien de magique. Et puis après, tu fais des ads sur Instagram, tu crées des bouts WhatsApp. Enfin voilà, c'est la débrouille. Il n'y a pas de question. C'est système D. Et de toute façon, les meilleurs investisseurs, et tu vois, il y a un nouveau terme très à la mode chez les investisseurs actuellement, c'est la street smart. Tu vois? Street smart? Ouais, tu connais ça?
Tu vois, moi, c'est des gens qui sont pas bullshit, tu vois, ils veulent aller vite. Ouais. Tu vois, et ils savent juger très rapidement entre est-ce qu'il faut faire un BP, un PNL ou j'ai tout de suite aller chercher de l'argent, etc. Quoi. Tu vois, le bon choix très rapidement. Ça, c'est important de l'avoir. Et ils l'ont, en fait, ces mecs-là. Tu vois, c'est la débrouille. Essaye pas de faire comme les autres. T'as avec un BP, un machin, t'accompagné d'un leveur de fonds qui a travaillé dans une banque HS, tu vois. Laisse tomber. Mettre la mèche sur le côté. Ouais, mettre la mèche sur le côté, pas parler, tu vois, j'en ai vu comme ça. Ils lèvent des fonds, mais il y a un leveur de fonds qui part à leur place. Je dis, mais on s'en fout du leveur, en fait, on va travailler avec toi. Ah, vire-le, tu vois. Vas-y, montre les chiffres. Voilà, comment tu vas en faire plus tard. Ok, si ça a du sens et s'il connaît son business, ça match. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment. Et typiquement, demain, il y a un gars comme ça qui vient te voir, puisque tu es devenu aussi investisseur. Comment tu vas le challenger? Comment tu vas prendre ta décision? C'est sur ces bases un peu... Je regarde si ce qu'il a fait avant de demander de l'argent. Est-ce qu'il vient d'un secteur qu'il connaît parfaitement? Et il me présente une stratégie, une vision qui me paraît tellement ambitieuse dans le futur. Et dans le présent, il est déjà en train d'aller chercher l'argent, tu vois. C'est un business, tu vois. Est-ce que tu as des clients? Ouais. OK, depuis quand? 6 mois. Fais voir les chiffres sur 6 mois. Tous les mois, il y en a plus. Ah ouais, d'accord. Et tu vas aller où? Je vais faire la plus grosse boîte du monde. Tu vois, quand tu as une ambition comme ça qui te frappe, tu y vas. Voilà. Ça, c'est... Est-ce qu'il est légitime sur son business? Est-ce qu'actuellement, c'est une grande gueule, mais est-ce qu'il est en train d'assumer que c'est une grande gueule? Voilà. Ça, je le vois direct. Voilà. Et qu'est-ce qu'un time fort, selon toi, aurait pu changer pour toi, peut-être au lancement? Est-ce que tu as eu suffisamment d'accompagnement? Oui. C'est pas parce que vous êtes potes. Est-ce que tu as eu suffisamment d'accompagnement ou est-ce qu'à un moment, tu t'es dit peut-être au début, s'il y avait eu ce petit coup de pouce supplémentaire En fait, déjà, et je le dis pour Time4, un bon entrepreneur qui arrive sur le marché du VC, qui s'appelle Time4 ou pas, tu vois, il est en concurrence parce que si c'est un bon projet, vous êtes en concurrence. Voilà. C'est pas parce que vous êtes un fonds avec, on va dire, un peu plus de cœur que l'entrepreneur va aller chez vous. Voilà. Les meilleurs entrepreneurs, ils vont être comme ça. Évidemment, quand tu connais pas le marché du VC et que vous avez cette thèse-là, vous avez un avantage. C'est des gens qui savent m'écouter. C'est l'avantage. Mais cet avantage-là, ça vous donne juste 10 mètres d'avance en vrai. Voilà. C'est à vous d'assumer derrière, d'avoir une vitesse, d'accord? Et surtout, garder une réputation parce que ça va très vite. Ça va très vite. C'est dans ce monde-là, tu vois, parce que les entrepreneurs qui vont venir chez un Time4, ils vont tous passer par l'incubateur, les machins, ils vont tous avoir le même réseau parce qu'on est, entre guillemets, on n'est pas beaucoup, tu vois. C'est clair. Va pas chez eux, va chez lui, tu vois. Les bons dossiers qui passent par chez nous, on leur dit tout de suite, va voir lui. Voilà. Quand tu dis chez nous, c'est parce que tu es business angel, c'est ça? On est business angel, mais tu vois, avant d'arriver en série A comme vous, comme Time4, c'est de la série A, tu vois, vous mettez des billets d'1 million, 2 millions d'euros, mais avant, il y a du pré-seed et du seed. Voilà. Nous, on aime bien aller là, parce que c'est là où tu fais les meilleurs multiples et surtout, tu te sens un peu utile. Ouais. Voilà. Et après, on vous fait des passes D. Tu as une grande culture du give back? Alors, complètement. C'est même mon après-carrière. Actuellement, je fais beaucoup de give back et j'en ferai encore plus. Voilà. Pas forcément sous forme d'angels ou de VC, mais ça fait partie de mon éducation chrétienne. Tu es. Voilà. C'est vrai. Et tu investis dans quel type de boîte? Tout, peu importe. Enfin, ça pas forcément, pas forcément des gens du quartier. Ouais. Enfin, nous, on aime faire de l'argent, tu vois. Parce que là où j'investis pas, c'est sûr, c'est la food. Parce que c'est tous les jours, tu vois. Tu le vois tous les jours, c'est bon. Je sais que le mec, il va faire les mauvais choix. Je vais lui dire, il va pas écouter, ça va me saouler. Ça en fait pas. Mais tout le reste, tu vois, et peu importe. Voilà, il n'y a pas de barrière, que ça soit culturel, géographique, on s'en fiche, tu vois. On veut juste des gens sympas, voilà, avec qui on a un fit humain et qu'on peut accompagner à leur début. C'est tout ce qu'on cherche. Voilà. Et s'ils viennent des quartiers, tant mieux. Tant mieux. Et on parlait de faire de l'argent. Ouais. Nous aussi, on veut faire de l'argent. Ouais, j'imagine. Vous avez des LP. Oui, on a des LP qu'on remercie. Ouais. Et tu sais, dans un portefeuille de capital risque, en fait, tu as toujours un tiers d'entreprises qui vont tapis. Un tiers, c'est un peu le ventre mou où, en fait, ça va à peine ramener la mise.
et un tiers de boîtes qui vont commencer à performer et quelques boîtes qui vont surperformer. Notre enjeu, c'est de détecter justement les futurs role models. Pour toi, est-ce qu'il est possible, envisageable de créer une réussite extraordinaire, une licorne depuis un quartier il y en a actuellement, je ne vais pas les citer, mais actuellement, il y a une génération d'entrepreneurs qui viennent de quartier. Parce que nous, on est des anomalies, c'est-à-dire qu'on est des premières générations. Nos parents ont fui la guerre, et puis on arrive là, on est un quartier, et puis on devient entrepreneur avec des centaines de salariés. C'est, entre guillemets, une anomalie dans la tech. Je dis la tech parce qu'il y a d'autres secteurs où en vrai, c'est normal. Mais là, on va investir chez nos petits frères, chez nos neveux, tu vois. Et ils sont sortis des quartiers, ça y est. Mais ils ne sont pas encore arrivés sur le marché de l'entrepreneuriat et de la tech. Ils y arrivent et ils ont comme seul modèle des gens comme nous. Nous, ça nous fait un vrai un avantage. Tu vois, donc on les voit passer beaucoup les dossiers. Mais aujourd'hui, on sort une génération d'entrepreneurs des quartiers qui est trop forte. Ils savent tout. Il y a YouTube, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Et il y en a, on va en entendre parler, mais va y avoir des prochaines licornes dans les 2 prochaines années. T'as pas une anecdote d'une personne que t'as inspirée dans ton entourage, dans ton quartier, qui s'est lancée parce que t'as réussi ou... Ouais, peut-être, mais il me l'a déjà dit. Mais je trouve ça me gêne de le redire. Tu vois, j'ai pas la prétention de dire que j'inspire les gens. Parce que je veux pas ce rôle-là. Voilà. On me le colle parce que je suis le premier. Mais en vrai, ceux qui vont arriver derrière, ils sont beaucoup plus forts. Et nous, on va nous oublier. Tu vois, ça fait partie de la vie. Je suis très serein avec ça. Tu vois, je cherche pas la starification. Ces gens-là vont devenir beaucoup plus forts et c'est eux qui méritent. Après, de temps en temps, s'ils disent parce que j'ai vu un de tes podcasts, j'ai regardé sur YouTube, ça m'a un peu aidé. Ça me fait plaisir. Mais je fais pas ça pour ça. Voilà. Tu as investi récemment dans une boîte de médias. Ouais. Tu peux nous expliquer le rationnel C'est irrationnel, complètement. C'est pas de l'investissement. On l'a fait à plusieurs, on est 17. C'est le média de notre jeunesse. C'est irrationnel. Le média aujourd'hui... c'est pas facile à monétiser, mais ça se monétise. Tu vois, il y a une espèce de légende qui dit les médias, c'est un four, machin, etc. Pas du tout. Quand c'est bien géré, ça peut gagner de l'argent. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils essayent de faire, de redresser la barre, et ils y arrivent. Mais c'est pas un investissement où on va s'attendre à gagner beaucoup d'argent. Par contre, c'est extrêmement important dans la culture. Dans notre culture populaire, avoir un média qui nous ressemble, et qui n'est pas possédé par des milliardaires, tu vois. D'extrême droite. D'extrême droite ou d'extrême gauche, ou peu importe, tu vois, mais des gens qui ont un portefeuille de médias, je trouve qu'avoir un média indépendant puissant, qui a des garde-fous comme nous, je trouve ça cool. Voilà. Je trouve ça aussi, je trouve ça hyper courageux de ta part, parce que tu aurais pu faire d'autres choses et tu aurais pu investir sur d'autres sujets. Donc ça prouve ton attachement en fait au sujet. Complètement, je l'assume. Tu vois, on peut pas me dire que il aime la banlieue, mais en fait il habite dans le 16e. J'en connais. Il faut les dénoncer. C'est un bâtard, Paul. Il est en train de me balancer. mais tu vois, c'est important parce que. Mais même aujourd'hui, la culture populaire, c'est la culture numéro 1. Quand tu prends les écoutes Spotify, 60%, c'est du rap. Voilà, les artistes français à l'international, c'est des gens de la culture populaire. Donc en vrai, on a investi dans la culture numéro 1 en France. Voilà, c'est comme ça. C'est juste que comme ça vient des quartiers, ça peut être un peu d'a priori. Tu vois, on va dire, c'est pas pour nous, etc. Mais en vrai, c'est un super business. Ça tourne de mieux en mieux. Il fallait juste mettre un rationnel de gestion et puis voilà, ils y arrivent. Bravo à eux. C'est beau. On sent que t'es déter dans tout ce que tu fais ou même dans la parole que tu transmets. Genre, il y a un côté où t'y vas, quoi. Peu importe. Tu tentes le média. Parce qu'on sait pas réfléchir. On sait pas réfléchir. Nous, on est des gens d'action. On est des gens d'action. Ouais, mais c'est comme cool ça, parce que du coup, tu oses, quoi. Je suis pas un intello, tu vois. Ça se voit direct. Mais on ose, tu vois. On fait, ça marche, tu vois. C'est Xavier Niel qui le dit, hein. Y a rien, on se gaufre tout le temps, voilà. Tu tiens ça de tes parents, tu penses, le fait d'oser, de tenter
Où tu dis, t'as rien Potentiellement, à perdre. Où tu dis, t'as rien à perdre. De toute on façon, n'a rien à perdre. De toute façon, ils ont fui la guerre. Enfin, Ouais. ils ont vu des amis partir et ils ont dû quitter leur famille. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Tu vois, je vois très bien ce que c'est de partir d'un pays et pas connaître la langue. Enfin, je pourrais jamais le faire. C'est trop dur. Enfin, tu vois, Ouais, c'est nous, on des n'a pas de guerriers. mérite de faire une boîte. Eux, ils ont fait un truc trop dur. Enfin, t'imagines partir et tu revois tes parents 20 ans après. Tu as des parents, des amis qui sont morts et ils les as pas vus. Enfin, c'est trop dur. Enfin, tu vois, c'est eux les héros. Tu vois, nous, on fait rien. Tu vois. Donc, Une belle philosophie. c'est la vérité. Il faut pas. On a des parents qui ont vécu la merde. Tu vois. Nous, ils ont tout donné. Ils se sont coupés les ailes pour donner un futur à leurs enfants. Tu vois, tu respectes ça. Tu vois. Et il y en a plein qui respectent ça et ça leur donne la force de réussir. Et c'est pour ça que je crois vraiment en cette thèse-là. Et comme vous, hein, il va y avoir des champions. Il va y avoir des gros champions. Voilà. Et ça commence à arriver. On Hein. les cherche. Tu vois, le visage de la French Tech, tout le monde dit ouais, la French Tech, c'est que des babtous, machin, etc. Ah, mais c'est normal en fait. Ça fait 10 générations qui sont là. Ouais. Toi, ça fait 10 piges que tu es là. Ça va arriver. Mais ça arrive très vite. Et puis il y a des gros exemples, Ouais. des gros exemples effectivement pas encore sur la tech. Sur le sujet tech, je pense que toi, Il va y arriver. Regarde, Toi- t'as des Mounir, Ouais. Mounir Lagoun de Finari, Rassem Flazi, Ouais. qui est algérien, tu vois, il ouvre 12% des entreprises en France. T'imagines 12% des entreprises en France, c'est Rassem. C'est un délire. Ouais. Tu vois, il y a des mecs comme ça, il y en a plein qui vont arriver. Tu vois. Et tu penses que la France a un petit train de retard par rapport à d'autres pays sur ces sujets ou Oui, parce que c'est normal. Enfin, l'Angleterre, les États-Unis, surtout les États-Unis, c'est un pays où l'immigration, c'est normal. Tu vois. En France, on commence. il y a un peu la traîne. Mais c'est à nous aussi de montrer qu'on sait faire des choses. Il n'y a pas de souci, tu vois. Et il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de problème, en vrai. Tu vois. Pas de problème. Les problèmes, c'est le bruit autour. Mais en vrai, il n'y a pas de problème. que des solutions. Mais que des solutions. Voilà, c'est exactement ça. Il y a que des solutions. De Et toute, en façon, vrai, de toute façon, si la porte elle est fermée, on la casse. voilà. Mais, On passe par le On Velux, rentrera par la fenêtre. Mais par la c'est ça. fenêtre. Et peu importe d'où on vient, tu vois, n'importe quel entrepreneur qui vient d'HEC, de X, de l'université d'Evry, c'est pareil. On fait le même métier. On a les mêmes barrières. Tout pareil. Tu vois, le nombre d'entrepreneurs HEC qu'on pas réussi, j'en connais plein. Tu vois, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. On a tous les mêmes barrières. C'est un jeu. Voilà. Et tu fais une grosse boîte parce que tu es dans le bon jeu. Tu vois, ceux qui ont échoué, tu parlais des 30% des boîtes qui ont échoué, ils sont pas forcément moins Mauvais. intelligents et Ouais. moins bons que Ouais. les 30% qui réussissent. C'est juste qu'ils sont pas dans le bon jeu. Le bon jeu, c'est quoi? C'est le bon marché. Est-ce que ce marché est prêt à être digitalisé? Est-ce qu'il résonne bien? Est-ce qu'il est gros? On ne sait pas, tu vois. Et on a besoin d'entrepreneurs pour défricher tout ça. C'est pour ça que c'est très important de respecter l'échec. Parce que l'échec, c'est grâce à eux qu'on réussit derrière. C'est parce qu'il y a eu 20 ans d'échecs dans le retail alimentaire qu'on en est là aujourd'hui. On sait pourquoi. Tu vois. Ouais. On les a un peu observés. Tu vois, et c'est pareil pour tout. Donc, il faut remettre cette culture de l'échec. Et cette culture de l'échec, elle n'a pas de couleur. Voilà. C'est l'entrepreneur. Et il faut respecter ça. pas On intéressant. devrait vraiment, et je le conseille à vous, mes amis d'ici, c'est respecter l'échec et ceux qui... en vrai, c'est toute leur vie, tu vois. Peut-être Ouais. que tu devrais parler de notre podcast. On en est convaincus, on a une chaîne de podcast qui met en valeur ces parcours atypiques qui n'ont pas eu la fin espérée. Et c'est de ces parcours qu'on apprend le plus, de toutes les leçons tirées. Ils ont défriché quelque chose Exactement. et puis c'est important de les écouter. Tout à fait. Très important. Et 10 ans après, 11 ans après, c'est quoi un peu les ambitions pour la belle vie? C'est toujours C'est quoi le forever rêve day ultime? one, tu vois. Le rêve ultime, c'est de devenir Amazon. Hein. T'as dit virer Amazon, on est d'accord? Non, d'être plus gros qu'Amazon ou virer Ouais. Amazon, Mais il évidemment. faut les virer. Si on peut être Amazon français, évidemment, mais tu vois, là, tout le monde regarde et ils vont dire, mais il est complètement barré. Il faut être un peu fou pour être Ouais, entrepreneur. Ouais. En fait, il faut pas avoir peur. Enfin, ok. Et pareil, en Ouais, gros, ce qui- d'un point de bon, vue stratégique, tu vois, comme toute boîte, à un moment donné, ils vont faire des erreurs. Ouais. Comme toi, tu es vigilant et tu es conscient de tout ce qui peut se passer. J'imagine que tu vas pouvoir saisir la bonne faiblesse au bon endroit pour attaquer le marché. Typiquement, toi, dans la manière dont tu vas aborder ton marché, c'est où est-ce que tu fais très attention? Est-ce que c'est la valeur apportée à ton client? Il faut que ton client soit satisfait? Dans notre business, évidemment, quand tu fais des consumers,
faut t'assurer que ton client soit content. Voilà. Et quand tu es en consumer, tu as des milliers de clients. Voilà. Et dans ces milliers de clients-là, tu vas en perdre parce que parfois, tu vas en décevoir. Voilà. Est-ce que tu vas en décevoir beaucoup ou pas beaucoup? Il faut en décevoir le moins possible. Parce que l'erreur, elle est là tous les jours. On fait de la logistique, on fait de la livraison. Enfin, le scooter, le camion qui part, il peut tomber en panne, il peut tomber, il peut prendre la neige, la pluie, etc. Tu vas décevoir tes clients, mais il faut les décevoir le moins possible. Voilà. Ça, c'est vraiment l'obsession. Ça, c'est l'obsession client. C'est faire notre travail et bien livrer et s'attendre à un merci. Non, c'est normal. Ils ont payé pour ça, c'est bon. Il va y avoir des déçus, il faut qu'il y en ait le moins possible. Il faut que tu en aies le moins possible par rapport à tes concurrents aussi. Voilà. Ouais. Et parce qu'il n'a pas trouvé son produit, parce que la commande allait arriver en retard, parce qu'il manque un. Tout le monde a les mêmes problèmes. Il faut en avoir moins que les autres. Voilà. Donc ça, c'est important. Après, évidemment, faut regarder est-ce que tu fais de la croissance, est-ce que tu fais ton coût d'acquisition, enfin, tu vois, est-ce que tu gagnes de l'argent, tes marges, etc. Et dans le retail, il y a des milliers de layers, il y a des milliers de layers de marge et de coûts. Donc ça, il faut savoir bien les lire. Donc ça aussi, c'est une obsession chez nous. Ouais. Et t'as racheté une boîte, on en rachète quand une deuxième? Alors, on n'a pas racheté une boîte, tu vois, il ne faut pas se jeter des fleurs. On a repris une boîte. C'est très important ce terme-là, parce que je vois des entrepreneurs qui disent j'ai racheté une boîte, mais tu n'as pas racheté une boîte, tu as repris une boîte. Très bien, ouais. C'est pas pareil, tu vois, c'est pas pareil. Et je trouve que c'est aussi respectueux par rapport à les personnes qui sont passées, les entrepreneurs qui sont passés au tribunal. Tu vois, c'est quand même, je pense, une vraie douleur. Tu vois, et être repris, je trouve ça, c'est le vrai mot. Donc, on a repris Frischti il y a 2 ans et demi. Et aujourd'hui, c'est la love story, quoi. Enfin, c'est beau. J'adore. Et donc, la prochaine, c'est pour quand? La prochaine, c'est pour quand? On regarde tout le temps. Voilà, aujourd'hui, ça fait partie du travail des boîtes de notre taille. C'est est-ce qu'on va faire des acquisitions pour grandir plus vite, pour avoir des spécificités en interne qu'on n'a pas encore? Est-ce qu'on les développe nous-mêmes? Est-ce qu'on peut te les racheter? Voilà. Mais c'est important d'avoir des grosses boîtes en France, voilà, pour pouvoir jouer ce jeu-là. Tu vois, on a sorti une grosse boîte rapidement en Mistral, qui a racheté hier ou avant-hier une entreprise de son écosystème. Voilà. C'est pour ça qu'il faut encourager à faire des grosses boîtes. Voilà. En France, consommer français, consommer la belle vie, Frischti. Un petit code promo peut-être pour nos auditeurs, pour les pousser. Je pense qu'en homepage, je vais l'envoyer direct si vous êtes première commande. Donc, je rigole. Et je pense que j'ai la réponse à ma question, mais est-ce que la réussite a eu un impact sur toi, le succès, tout cet engouement autour de toi, où tu as gardé les pieds sur terre? C'est quand on va lui demander, parce qu'il m'a connu en 2019. Est-ce que Paul est toujours le même? Non, c'est toujours le même type. Le même type incroyable, avec la même énergie. Je t'ai connu, j'étais dans ton entrepôt. On a toujours entrepôt, toujours pas de bureau. Toujours pas de bureau, au milieu des équipes. Toujours. Avec des gars qui partent de partout et tout de suite disponibles quand quelqu'un en a besoin. Et puis même nous, lorsqu'on t'a appelé en te disant, écoute, faut qu'on se parle et faut qu'on t'interviewe sur notre podcast Time For, t'as pas dit. Je réponds lentement aux emails, mais je réponds. Voilà. Et tu réponds toujours positivement, parce que petite anecdote, j'ai fait mon mémoire en master sur la food tech, bref, et je t'ai contacté, tu m'as répondu, et on s'est parlé pendant 20 minutes, et tu as répondu à toutes mes questions, donc merci. J'ai validé mon master. Désolé, j'ai pas fait le rapprochement. Mais au moins... Mais c'est pour montrer aux auditeurs que la culture du give back est là et que tu réponds positivement. Et... Ouais. Mais parfois, je loupe des messages, je peux le dire tout de suite, parce que LinkedIn va pop-up, tu vois. Ne le harcelez pas non plus. Parfois, je loupe vraiment des messages. Voilà. On peut pas être parfait. Voilà. Canon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2026? Qu'on vive encore 10 ans. Voilà. C'est ça. Hein. C'est un jeu de résilience. Tu vois, entrepreneur, c'est être opportuniste et être résilient. Et sur le chemin, tu vas saisir des opportunités. Mais il faut être résilient. Voilà, parce que c'est excitant, c'est beau, mais c'est pas facile tous les jours. Voilà. Faut apprendre à se relever. Faut apprendre à se relever. Et surtout quand tu as une entreprise qui avance comme la nôtre, y a tous les jours des difficultés, toujours un nouveau truc. Tu te dis putain, mais c'est quoi ça? Tous les jours, il y a un truc. Nous, on est là pour gérer la merde. Comment tu gères la merde et comment tu gères tes priorités, justement? Parce qu'aujourd'hui, avoir autant de salariés... Priorité, c'est gérer la merde. C'est ça. C'est parce qu'on a la chance d'avoir fait grandir des collaborateurs et collaboratrices
qui gèrent les opérations. On est là quand même pour les guider et elles exécutent aussi la stratégie et la tactique. Vous êtes combien aujourd'hui ? En headcount, tu vois, on doit être aux alentours de 700 personnes. Oui. Ouais. Mais un petit siège, on doit être une quarantaine au siège. Okay. Beaucoup de gens sur le terrain. Voilà. Et voilà. Donc, comment je gère le quotidien ? Nous, notre travail aujourd'hui, c'est saisir les opportunités, développer des nouvelles verticales de business, que ce soit géographiquement ou des nouvelles lignes produits, par exemple, et gérer tous les à côté du business, parce que quand tu avances, tu crées du bruit, et ce bruit-là, il faut le gérer. Voilà. Ça va être tout. Hein. Ça peut être des problèmes avec le syndic, les problèmes avec la police, les problèmes avec les impôts, les problèmes avec les salariés. Enfin voilà, il faut savoir gérer. Tout est un peu nouveau, puisque la créativité humaine est très grande. Donc même dans les galères, ça crée quoi. Tu vois, je ne connaissais pas ça. Et justement, est-ce qu'il y a eu une décision où tu t'es dit, oula, là, j'ai failli sortir de la route, en disant peut-être ça aurait pu. On roule sur la jante tout le temps. C'est intéressant. Tu vois. C'est une belle image. c'est un banquier d'affaires qui nous l'a sorti. Fait, vous êtes fort, vous roulez sur la jante tout le temps, mais depuis 10 ans... depuis 10 ans sur la jante, elle est costaud. Voilà. Donc on est tout le temps... en fait, un entrepreneur et encore plus un start-upper, comme on est, tu vois. Un start-upper, on est ce type d'entrepreneur, on est toujours à vouloir rouler très vite avec très peu de moyens. Et finalement, tu vois, c'est comme un arbre qui grandit très vite, mais les racines n'ont pas encore le temps de bien s'enraciner. Donc, tu vois, exactement. Donc, premier coup de vent, on peut tomber. Il faut faire attention à ça. Voilà. Donc, mais c'est ça qu'on cherche, tu vois. J'avais déjà dit sur un autre podcast, nous, on est des espèces d'entrepreneurs c'est comme les pilotes de Formule 1, tu vois. Tout le monde conduit, tu vois. Tout le monde sait entreprendre. Mais nous, on est pilotes de Formule 1, on veut aller vite, tu vois. Et par contre, tu fais une erreur d'un centimètre et après, ça t'envoie en l'air, quoi. Et sur le bas-côté. Voilà. Et c'est ça, hein, tu vois. On a eu beaucoup d'histoires d'entreprises, de start-up qui ont levé des centaines de millions, dizaines de millions, qui ont explosé en vol, tu vois. Est-ce que c'est grave ? Non, c'est pas grave. On va apprendre de ces erreurs-là. Mais heureusement qu'elles ont existé, quoi. Voilà. Mais parce que c'est un type d'entrepreneur. C'est pour ça aussi qu'on a investi chez eux. C'est que vous êtes un fonds, vous avez besoin de récupérer l'argent vite. Une boîte qui grossit vite, vous avez plus de chances de récupérer l'argent vite pour le rendre à vos LP. C'est ça aussi le jeu. Hein. C'est que vous cherchez des pilotes de Formule 1. Et pour clôturer peut-être cet épisode, tu es un de nos premiers invités. Est-ce que tu aurais un profil à nous recommander pour le prochain ? Start-upper ou... Ouais. Quelqu'un d'inspirant qui... Inspirant. Alors, Steve Belkacemi d'ASAP. Ok. Très, 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 très belle start-up. Ça va faire partie des grosses licornes, ça. Voilà, un mec de Tremblay. Voilà. Caris, pour les rappeurs qui connaissent. C'est toujours mettre la banlieue avec un rappeur. Bien sûr, toujours. Pas start-upper, mais quelqu'un qui a repris une belle entreprise qui est Ahmed Chayeb de Cash Converters, qui est en train de faire le renouveau de la seconde main. Tu sais que j'avais vu la boîte, j'ai vu la boîte en ancienne époque. Okay. J'ai décidé de pas y aller. Ouais. Et, intéressant. Il est très bon. Voilà, il y a deux profils. Qui d'autre fait Rassem Flazi, tu vois, Mounir Lagoun, ces gens-là, c'est des mecs sympas. Voilà, c'est déjà bien. Très bien, c'est parfait, ça nous va bien. Merci Paul. Merci beaucoup Paul. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis jusqu'au bout. Puis on remercie aussi notre partenaire Gaz Européen et on vous invite à nous retrouver pour le prochain épisode. À très vite. Très vite. Salut. Cet épisode est sponsorisé par Gaz Européen. Bien plus qu'un fournisseur d'énergie, Gaz Européen accompagne ses clients vers une consommation plus responsable et durable grâce à des solutions concrètes pour réduire leur empreinte carbone.